Comment créer un UGC et pourquoi? C'est un format vidéo que vous avez, j'en suis sûr, aperçu dans votre fil d'actualité Instagram ou TikTok. Presque toutes les marques font de l'UGC, mais comment créer un UGC et quelles sont les stratégies ultimes pour augmenter vos ventes via ce format? Avec mon invité du jour, on va vous dévoiler tout ça dans cette vidéo pour exploiter au mieux les UGC. Salut, je m'appelle Benjamin, je suis le CEO de l'agence de publicité SocialDesk. Mon métier, c'est de développer la croissance des entreprises avec notre équipe d'experts à travers la gestion des campagnes Facebook Ads, Google Ads et autres plateformes social ads. On accompagne des entreprises avec des objectifs e-commerce ou de génération de leads. Pour un call de découverte, le lien est en description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Lambollet, CEO de l'agence de vidéo Enord, qui aide les entreprises à faire de la croissance depuis presque 10 ans. Je crois que tu vas peut-être me contredire, mais vous arrivez bientôt à 10 ans au niveau de la société. Bravo. En tout cas, vous accompagnez des TPE, mais aussi des grands comptes comme Decathlon. En tout cas, voilà, c'est de belles success stories. Je suis ravi de t'accueillir. Marc, comment tu vas? Salut Benjamin, écoute, merci aussi de m'accueillir et effectivement c'est une très belle introduction. On fête nos 10 ans cette année. On est hyper fiers Super. de continuer l'aventure, ouais. Donc, plutôt PME, TPE, mais vous avez aussi de très belles marques que vous accompagnez. J'ai cité Decathlon. Je crois que Ouais. tu as aussi Pierre et Vacances, tu en as d'autres. Donc, c'est vrai que vous avez quand même un spectre assez large, en fait, aujourd'hui de clients que vous accompagnez. Et ça, c'est hyper intéressant, je suppose, en termes d'enrichissement pour toi et tes collaborateurs. Vous êtes combien d'ailleurs? Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de collaborateurs et effectivement, pour rebondir, on accompagne aussi bien sur de la TPE, donc avec des challenges totalement différents que des grands comptes. Et effectivement, on se nourrit un petit peu de nos apprentissages vidéo et marketing, de ce qu'on peut apprendre chez les grands comptes pour le retransmettre aussi à des plus petits. Donc, c'est toujours des challenges passionnants. Et effectivement, on les accompagne sur aussi bien des stratégies médias que des vraies stratégies d'acquisition complète où la vidéo finalement est au cœur de toutes les actions. Ouais. Parce que c'est bien l'objet de cette vidéo, c'est la vidéo et plus particulièrement le cœur de la vidéo aujourd'hui, ça va être l'UGC. C'est un terme que maintenant beaucoup de personnes connaissent, exploitent, mais l'idée c'était peut-être de rentrer dans le détail puisque vous êtes spécialiste de la vidéo et vous faites pas que évidemment, mais beaucoup d'UGC. Donc l'idée c'était de rentrer dans le vif du sujet avec bah voilà, qu'est-ce qu'un UGC? Comment créer un UGC? Comment bien créer un UGC? Comment correctement utiliser ce format-là? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, des e-commerçants, mais pas que. Il y a aussi du UGC sur d'autres domaines d'activité, B2B, génération de leads. Il n'y a pas que le e-commerce qui utilise aujourd'hui l'UGC. Bah, peut-être la première question pour toi que j'aurais, c'est bah, finalement, qu'est-ce qu'un UGC, quoi? Si on repart de la base, quoi. Ouais, carrément. Alors, c'est hyper important de recontextualiser un petit peu ce qu'est un UGC. Donc, un UGC, c'est quoi? C'est un contenu qui va être créé par les utilisateurs et non pas par les marques. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les UGC, ça existe depuis un petit paquet d'années déjà. C'est que ça a commencé à arriver dans les années 2000, notamment avec l'essor du Web 2, où les utilisateurs ont pu commencer à partager du contenu sur Internet. Donc ça allait être des articles, des photos, du texte, etc. Et en fait, ces dernières années, on a pu voir notamment grâce au smartphone du contenu vidéo qui est omniprésent aujourd'hui. Donc c'est vraiment un format d'UGC, la vidéo, qui va vraiment dominer vraiment les plateformes type réseaux sociaux en fait. Et du coup, c'est vrai que on a mis un nom un petit peu sur quelque chose qui pouvait se faire déjà chez pas mal de marques, qui était finalement de demander des témoignages clients à leurs utilisateurs, donc à leurs clients. Souvent, ça se traduisait par un petit avis texte avec le nom et le prénom de la personne. Mais là, en fait, l'UGC va bien plus loin avec ce côté se filmer. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus engageant pour un client de faire ça. Mais du coup, l'impact est beaucoup plus fort. Peut-être que sans avis client, ça vaut un UGC réalisé par un client parce que voilà, elle se met en avant et puis surtout, il y a ce côté très authentique qui est important. Qu'est-ce qu'un UGC? Je crois que tu l'as bien décrit. Surtout, bah, en ce moment, c'est un format qui explose. Et du coup, pourquoi les marques aujourd'hui utilisent l'UGC, quoi? Alors ouais, effectivement, c'est une bonne question à se poser. C'est que les marques aujourd'hui, elles l'utilisent parce que ça vient amener de la crédibilité en fait aux propos.
D'ailleurs, pour recontextualiser aussi à l'époque, c'est-à-dire que des utilisateurs qui étaient contents en fait d'un produit ou d'un service allaient naturellement en fait réaliser des petites vidéos un petit peu homemade et partager ce contenu. Et en fait, les marques se sont rendues compte très rapidement qu'en réutilisant ces vidéos-là, ça allait amener vraiment de la preuve sociale finalement et avoir un impact clairement sur la croissance et le développement des ventes. Donc, à partir de ce constat, en fait, les marques ont commencé à utiliser un petit peu les UGC parce que, comme je le disais, ça amenait de la crédibilité, ça amenait aussi clairement de l'engagement parce que ce type de format-là est beaucoup plus adapté justement à l'interaction avec les personnes, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc finalement, ça amène aussi du reach et de la portée aussi aux publications. Et puis forcément, l'aspect budgétaire qui est toujours très important, c'est que on vient réduire totalement les coûts aussi sur ce type de création de contenu, dans le sens où on va pas forcément déplacer une grosse équipe de tournage avec des caméras à des coûts astronomiques. On a juste un smartphone, une personne qui, si possible, est convaincue de la qualité du produit ou du service, qui va enregistrer du coup une petite vidéo. Et donc tout ça, comme je le dis, de manière générale, ça a un énorme impact finalement sur les décisions d'achat des consommateurs directs en fait. Complètement, et nous, pour faire le parallèle sur notre métier chez Socialdesk qui va être de gérer les campagnes publicitaires, on peut le voir, l'UGC peut avoir directement un impact au fait sur le ROAS au fait des campagnes et sur le coût d'acquisition. Ouais. Alors ça veut pas dire que c'est le format miracle à tous les coups et que ça va fonctionner pour toutes les campagnes, pour tous les produits, pour toutes les marques, mais quand même on voit que ce format UGC plaît beaucoup et que quand on l'incorpore dans des tests, dans une campagne avec peut-être des formats plus classiques comme une image fixe où on présente simplement le produit, et on peut tout de suite avec un UGC potentiellement diviser le coût d'acquisition par 2. Donc c'est vrai que quand c'est bien fait, quand derrière aussi c'est bien géré, bien exploité, parce que c'est pas le tout de bien réaliser un UGC, il faut ensuite bien l'exploiter. On peut avoir des très belles performances, que ça soit en organique, mais évidemment que ça soit sur la partie paid. Et j'ai une question. Est-ce que finalement, il y a une différence entre les créateurs de contenu qui peuvent être un client et les influenceurs? Parce que c'est vrai qu'on pourrait confondre un petit peu les deux. Est-ce qu'un UGC réalisé par un influenceur est un UGC? Est-ce qu'un créateur de... Ou alors c'est une personne qui n'est pas connue et c'est forcément un créateur de contenu lambda? Ouais, c'est une bonne question. Alors pour nous, ça reste des UGC aussi bien créés par des créateurs de contenu ou des influenceurs. Par contre, la nuance, elle va être justement sur l'audience. C'est-à-dire que le créateur de contenu, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire du contenu pour une marque sans forcément utiliser son audience. D'ailleurs, la plupart du temps, les créateurs de contenu n'ont pas forcément d'audience. On a vu l'essor aussi de ces personnes-là qui finalement se sont lancées en indépendant, justement pour créer tout un tas de contenus pour des marques diverses et variées sans forcément avoir une audience derrière. Et ce qui est intéressant pour donner un petit peu de data, c'est qu'on va avoir 48% des clients aujourd'hui, des clients des marques qui vont dire que l'UGC, c'est un excellent moyen de découvrir un nouveau produit. En revanche, les influenceurs, eux, toute la nuance, elle va être dans le fait de créer du contenu, mais qui va être diffusé auprès de leur propre audience. Donc, l'avantage, c'est que on paye finalement la création du contenu et également une partie de diffusion, parce que c'est une vraie stratégie de communication. Mais par contre, derrière, aujourd'hui, 30% des consommateurs vont acheter les produits qui vont être promus par les influenceurs, mais la méfiance va grandir. C'est-à-dire que le consommateur, de plus en plus, il sait que c'est du placement de produits et il va se méfier un petit peu de ce genre d'opération commerciale. Donc, à mon sens, c'est des techniques en tout cas qui vont baisser progressivement et c'est vrai que le fait de faire créer du contenu par une personne tierce qui est impartiale à la marque peut être plus intéressant. Et je rajouterais peut-être quelque chose ici, c'est créateur de contenu vs influenceur et finalement vs le client qui n'est pas un créateur de contenu, qui est vraiment l'utilisateur qui a acheté le produit et qui quand même crée un contenu qu'on va pouvoir utiliser en UGC. Ce que j'entends, c'est que les influenceurs sont généralement payés au fait pour créer ce contenu-là, ou en tout cas il y a une compensation potentiellement. Les créateurs de contenu, c'est la même chose, sauf que la personne est pas connue, donc c'est pas un influenceur. Et de ce que je comprends aussi, c'est que du coup, tu as aussi les vrais clients, entre guillemets, je les appelle les vrais clients, qui peuvent donner aussi se filmer et donner un contenu UGC à la marque sans forcément qu'il y ait de compensation, juste en leur demandant, ou alors peut-être avec une compensation qui peut être un cadeau, une réduction sur son prochain produit, quoi.
Totalement. Bah, je vais totalement dans ton sens, c'est-à-dire que moi, j'encouragerais même les marques, les entreprises à d'abord aller challenger en fait leur propre parc de clients en fait finalement pour récolter un petit peu ce type de contenu avant de se tourner vers des créateurs de contenu, parce que on aura quand même des clients déjà satisfaits avec des vrais use cases, et puis finalement, si le client n'est pas totalement satisfait, c'est aussi l'opportunité de demander un petit peu du feedback pour améliorer sa solution, son produit, son service. Donc, c'est vraiment une démarche que j'encourage à faire. Ouais. Bah, du coup, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'était un UGC et que ça pouvait augmenter nos ventes, bah, c'est quoi la stratégie ultime pour augmenter ses ventes grâce à l'UGC, quoi? Yes, alors bon, comme on le disait, l'UGC c'est un format, mais ce qui va être intéressant, c'est de le backer avec une vraie stratégie de contenu derrière. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exemples justement de répartition de types de contenu qu'on pourrait créer justement pour avoir un maximum d'impact dans sa stratégie de communication. Donc, ce que je préconise, c'est d'avoir à peu près 20% des UGC ou du moins du contenu qui va être là pour éduquer l'industrie. Aujourd'hui, on vous présente les 4 couleurs tendances 2024. Alors ça, c'est une vidéo qui est hyper intéressante parce qu'elle est produite donc par Brico Dépôt, qui est une entreprise dans le bricolage. Et finalement, on a une personne qui vient montrer un petit peu les 4 tendances, du coup, en termes de peinture, de style de peinture qu'on peut utiliser pour repeindre un petit peu chez soi. Donc ça, c'est un format qui fonctionne justement très bien pour éduquer l'industrie. Ok, hyper intéressant. Je crois que tu avais un autre exemple. À mon avis, c'est bien de passer un peu de temps sur les exemples parce que ça va donner beaucoup d'idées à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Tu en avais un autre, il me semble, pour Asphalt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un super exemple justement de Asphalt, qui est une très belle marque du coup de vêtements pour hommes. Et là, pour le Référence, coup, ouais. ce qu'ils ont fait, c'est que ouais, c'est une belle référence et ils ont comparé justement des produits à travers cette petite vidéo UGC. Donc je la Génial. lance. Quelle est la différence entre un t-shirt à 5 € et un t-shirt à 29 €? Il y a 4 choses à prendre en compte. Sur les t-shirts low cost, il s'agit de couture simple, ils font des économies dessus. Voilà, tandis que sur les t-shirts à 29 €, généralement, c'est des coutures doublées. Les t-shirts bas de gamme, regardez le col, il va très très mal vieillir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là. Tandis que sur celui à 29 €, il s'agit d'une encolure avec une double surpiqûre. L'objectif, c'est qu'il ne gondole pas dans le temps au lavage. Concernant le tissu, plus il sera fin, plus il sera de très mauvaise qualité. Là, je pense que c'est même pas du 120 grammes par mètre carré. Regardez, c'est quasiment transparent. Alors, on voit un peu ma main. Tandis que sur celui-ci, c'est un coton assez épais. C'est d'ailleurs quasiment le même coton que celui utilisé pour les sweatshirts. C'est du 220 grammes. Pas du tout transparent. Plus il sera épais et mieux ce sera pour le tissu et pour la durabilité. Globalement, les t-shirts Made in Asie sont de moins bonne qualité que ceux fabriqués en Europe pour une question de coût, notamment la fabrication. Tu peux retrouver ce t-shirt en précommande à 29 € sur le site d'Asphalt. Le lien se trouve dans ma bio. Dis-moi en commentaire où est-ce que toi t'achètes tes t-shirts et n'oublie pas de partager, t'abonner et de liker. Voilà, alors là, c'est un super exemple, une très belle démonstration de la marque Asphalt parce que justement, ils viennent comparer un t-shirt low cost à 5 € avec un t-shirt de leur marque à 29 €. Donc, c'est un moyen de valoriser forcément leurs produits. Et puis, donc, ils font toute cette comparaison à chaque fois où on voit ces deux produits. Et à la fin, on a même justement un call to action très intéressant qui vient justement inciter à l'engagement où la personne dit dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez par rapport à tout ça. Et donc, ça va venir créer du reach aussi sur ce type de contenu. Donc ça, c'est vraiment un contenu à réutiliser, à vous réapproprier justement pour votre marque. Derrière, on le voit ici dans cette vidéo, mais un UGC, c'est pas forcément finalement un client. Ici, typiquement, c'est une personne qui travaille chez Asphalt, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que ça soit aussi un petit peu scénarisé, comme là, on l'a pu le voir, avec aussi du personnel. J'ai d'autres exemples juste après où justement, on va mettre un peu en lumière des personnes qui sont au cœur du coup de l'activité présentée et ça fonctionne tout aussi bien. Super intéressant. Il me semble que tu avais d'autres types d'UGC qu'on peut mettre en place. Alors après, ce que je vous recommande, c'est 50% du temps, en fait, de démontrer votre expertise. C'est-à-dire de différentes manières, comme je le disais tout à l'heure, avec des sujets un peu plus pour les débutants, ensuite pour les intermédiaires et ensuite vraiment des sujets d'experts. Donc là, on a un exemple avec la marque Casino qui a fait un petit tutoriel pour les débutants, justement, pour expliquer le fonctionnement de leur nouveau service. Tu savais que tu pouvais faire tes courses en ligne chez tes magasins de proximité? Ça se passe sur le site mescoursesdeproximité.com. Tu rentres ton code postal et là on te propose une liste de magasins autour de chez toi. Tu peux filtrer par magasin et par service, livraison, retrait en magasin. T'as vraiment toutes les catégories de produits frais, fruits et légumes, passant par la viande et le poisson. Ils ont même fait des catégories selon l'occasion, comme pour un apéro ou un goûter. Ensuite, tu sélectionnes tes produits. Moi, je prends ce qu'il faut pour un petit apéro sympa.
Tu valides ton panier et tu peux même demander un produit que tu n'as pas trouvé directement au magasin, qui pourront l'ajouter à ta commande. Enfin, il ne reste plus qu'à choisir ton créneau. Moi, j'irai chercher mes courses juste après le travail. Et voilà, plus qu'à aller chercher mes courses et à payer sur place. Pense-y la prochaine fois que tu dois faire tes courses. Alors ça, c'est un exemple qui est vraiment intéressant parce que justement, on voit l'utilisatrice qui expose d'une manière très simple la facilité en fait à laquelle on peut justement commander, faire ses courses sur la plateforme en ligne de Casino. Et pour le coup, ça, c'est un petit tutoriel, quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner dans votre stratégie de communication. Ouais, complètement. Ce petit format tuto où on filme, où on screen l'écran en train d'ajouter au panier et en quelques clics, au fait, ça y est, on a fait l'achat que l'utilisateur fasse. C'est vrai que c'est un format qui fonctionne bien. Et là, tu le présentes parfaitement avec Casino, quoi. T'as un autre exemple à nous donner avec expertise? Ouais, j'ai deux autres exemples justement pour un petit peu démontrer son expertise. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer aussi ce que différents secteurs d'activité peuvent proposer. Là, on est sur la thématique sportive avec l'orange bleu et justement, c'est un petit tutoriel un petit peu plus intermédiaire, donc pour des gens qui seraient peut-être déjà pratiquants, avec justement des exercices pour obtenir des abdos en acier. Ce qu'on peut voir justement, c'est qu'on a une personne qui potentiellement travaille chez l'Orange Bleu, donc une coach, mais qui va donner des conseils, donc délivrer son expertise à son audience cible. Et finalement, c'est aussi intéressant de comprendre ça, c'est que aujourd'hui, les marques doivent devenir leurs propres médias. Elles ne doivent pas juste communiquer en fait sur leurs produits ou leurs services. Et le fait de démontrer un petit peu cette expertise, de partager de la valeur, c'est quelque chose qui va entretenir le lien aussi avec l'audience. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Hyper intéressant. Je crois que tu avais un autre exemple qui est pour Mark Baffen. Baffin, c'est ça. Baffen, Donc là, c'est un petit peu plus un format, alors entre guillemets, qu'on a appelé masterclass. C'est toujours pareil pour démontrer son expertise. Là, clairement, c'est assez intéressant parce que c'est un contenu justement qui vient prouver que justement ce compte, cette marque, finalement, est expert dans ce qu'elle fait. Donc, avec un geste assez technique justement pour vraiment montrer son expertise. Et je vous propose de le regarder. Comment tracer un contour la arrondi? moitié de la lame ici. Pareil, par sécurité, je dis toujours au client de fermer ses yeux. C'est comme si je trace un contour normal. Là maintenant, j'ai besoin de faire ma courbe. À votre avis, j'utilisais la lame du bas, c'est-à-dire la lame de gauche, ou je basculais ma lame de droite vers le bas. Celle de droite vers le bas, exactement. Là, je bascule et là, je descends. Ou soit je peux garder celle de gauche. Et par contre, quand vous descendez, faites toujours comme si vous faites un art de cercle. Ok? Parce que si vous descendez toujours avec toute la largeur de la lame, au final, ça va faire comme ça. Tu vas faire comme ça ici, tu vas prendre les dents du peigne. Par exemple, ici, on est sur à peu près 7. On est ici. Ok? Tu vas prendre ça. Là, comme ça, tu es sûr que de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire ici, tu reviens, pareil. C'est que 7, c'est ici, tu te mets un petit repère et tu traces. Ouais, là, c'est hyper intéressant parce que si on regarde, en fait, quand l'audience voit ce type de contenu, et ben finalement, ça vient prouver l'expertise de ce compte parce que on délivre justement un maximum de valeur, d'explication en fait, et le geste est assez technique, donc forcément, ça vient crédibiliser les propos. Et ça, c'est hyper intéressant parce que l'audience va avoir tendance justement à être beaucoup plus rassurée envers une marque qui délivre ce genre d'expertise, de contenu. Et quand on sait que la vente, c'est avant tout une histoire de confiance, forcément, ça va avoir un impact direct aussi sur le business. Ouais, puis on voit aussi que finalement, là, on est sur un plan fixe qui bouge pas forcément. Enfin voilà, c'est ce que tu disais un petit peu en introduction. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'hyper compliqué pour faire un bon UGC, au fait, qui potentiellement peut très bien fonctionner en organique comme en paid. Où là, on a un plan fixe, présentation, enfin, une démo du produit. C'est quelque chose qui semble quand même à la portée de beaucoup de marques, en tout cas, de faire ce genre de choses. Bien sûr, si elle est bien accompagnée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que sur le principe, il faut toujours pareil, une vraie stratégie derrière pour avoir une orientation et puis savoir quoi faire. Mais en réalité, ça reste des contenus qui sont assez simples à réaliser sur la technique. Ouais.
Alors, dans une vraie stratégie de contenu, ce qui va être assez intéressant aussi, c'est d'allouer à peu près 10% du temps du contenu qui va être là pour valoriser la marque, donc vraiment travailler sur le branding. C'est des contenus qui sont là pour expliquer un petit peu les valeurs de la marque, la vision, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et là, j'ai trouvé un petit contenu assez sympa, justement, où on a une personne qui va utiliser ce type de contenu pour raconter l'histoire de sa marque, en fait, donc la marque Textile Lover. Et je vous propose de regarder ça. J'ai créé ma marque de vêtements Vision Clothing. Ça fait quelques années maintenant que j'avais envie de me lancer et de créer mon propre délire. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord commencé par créer des mock-ups pour avoir une idée de ce à quoi ça allait ressembler. Et une fois que j'étais satisfait, j'ai commencé à faire des samples. J'ai commandé des t-shirts, rouge, noir, un sweat et je suis parti faire imprimer. Le résultat était vraiment cool et du coup j'ai commencé à faire des photos. Et voilà le résultat. Personnaliser un peu plus les produits, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute quelque chose. Du coup, j'ai fait des porte-clés, des stickers et des étiquettes. Les précommandes viennent d'ouvrir, tu peux d'ores et déjà commander si un item t'intéresse. N'hésite pas à cliquer, il n'y aura pas de restock. Tu peux aussi me suivre sur Insta, c'est là où je poste régulièrement du contenu. N'hésite pas à donner ton avis, ça m'intéresse. Donc là, super contenu, on va dire un peu avec ce côté homemade. On se rend compte en fait que la personne elle a juste fait du screen record, du partage d'écran, un petit peu de contenu fixe. Il y a des captures d'écran, des photos, du shooting. Et en fait, tout ça avec une voix off vont venir être compilés pour justement avoir un contenu assez sympa et justement qui aura beaucoup plus d'impact parfois qu'un contenu malheureusement. Et là, pour le coup, toutes les boîtes de production, les vidéastes détestent cet aspect-là, mais aura plus d'impact en fait que par rapport à d'autres grosses productions en fait, parce que il y a ce petit côté justement fait maison. Et je trouve que c'est très bien illustré, surtout à la fin où il va créer un peu d'urgence en disant dépêche-toi aussi de passer précommande parce qu'il y aura pas de restock derrière. Donc c'est très bien tourné. Ouais, nous, pour rebondir sur ce que tu dis, on avait testé pour un grand compte chez nous des UGC qui étaient vraiment faits maison, très authentiques, tournés à l'iPhone, donc quasiment un budget à zéro, en tout cas sur la prod. Hein. Et ils avaient aussi fait des UGC avec un vrai tournage, donc dans Lyon, avec une équipe, etc. Donc des super contenus, honnêtement, très quali. Et finalement, quand on les a testés en ads, c'était le contenu très authentique qui... en tout cas fait maison qui avait le mieux fonctionné. Donc on a juste coupé les contenus, les UGC qui étaient faits avec l'équipe en tout cas les gros moyens, l'équipe de prod. Et ça, c'est vrai quand on calcule la rentabilité entre une production d'une journée qui a peut-être coûté 5 000 euros et là un contenu UGC qui a été fait avec du temps mais quasiment zéro de budget. La rentabilité c'est pas la même. Alors ça veut pas dire que ça marche tout le temps comme ça, bien évidemment, et heureusement pour les boîtes de prod d'ailleurs. Mais ce que je veux dire en fait, l'accent que je voulais mettre, c'est pas parce qu'on n'a pas de budget, pas de moyens qu'on peut pas créer un contenu qui va bien fonctionner et potentiellement pas mieux fonctionner que si vous aviez embauché une grosse équipe de prod. C'est clair, pour rebondir sur ce que tu dis justement, et c'est assez intéressant, c'est que sur les performances de ce type de contenu en campagne, c'est que si on compare, et moi j'aime bien donner cette comparaison, c'est un petit peu comme quand tu reçois en fait un flyer dans ta boîte aux lettres versus une lettre manuscrite. En fait, on va donner toujours un petit peu plus de crédit à cette lettre manuscrite, on va prendre le temps de l'ouvrir, même si elle a un impact ou une vocation commerciale, parce que le flyer, on en reçoit tout le temps et on a l'habitude d'en voir. Et en fait, aujourd'hui, le consommateur, il est vachement éduqué à ça. Et sur les plateformes, justement, avec des feeds vidéo, il a l'habitude de scroller. Et en fait, très rapidement, quand il va voir que c'est du contenu qui est partagé par une marque, que finalement la qualité de production est un peu trop élevée, il va passer en fait son chemin, il va même pas prendre le temps de le regarder. Donc c'est vrai que moi j'aurais tendance quand même à aller sur des contenus de ce type-là, justement pour aussi permettre de faire des tests déjà dans un premier temps, plutôt que de faire toujours des grosses productions et finalement avoir des coûts juste énormes et pas forcément de performance derrière. Après, on rentre dans d'autres sphères, peut-être d'autres objectifs qui sont peut-être plus de l'ordre de la notoriété, de travailler l'image. Et du coup, c'est vrai que ces productions sont peut-être plus là pour travailler le branding de la marque, où finalement, nous, ce qui va nous intéresser parfois, c'est plutôt aller travailler sur la performance des campagnes. Enfin, quand je dis nous, c'est ce Selfdesk. En fait, peu importe si le contenu il est léché ou pas léché, réalisé avec une grosse équipe de prod ou pas, tant que la performance est bonne derrière. Donc, c'est vrai que je pense que c'est tout simplement pas les mêmes objectifs aussi en fonction de ce que souhaite faire la marque. Ouais. Il me semble que tu avais un autre exemple là-dessus. Ouais.
Alors, j'ai un dernier petit exemple sur les offres, mais aussi pour rebondir sur ce que tu disais. Nous, il y a un truc qu'on voit, qu'on analyse et qu'on fait de plus en plus justement, c'est sur la production justement dite de haute qualité pour des spots télé. Justement, on va toujours se servir aussi du setup, du lieu de tournage, parce qu'on va avoir un acteur, on va avoir des figurants, de la scénographie, etc. Donc, on déplace vraiment l'équipe de production pour avoir du contenu de haute qualité. Et en fait, on va toujours penser sur cette logique d'économie d'échelle et multi-contenu pour anticiper et créer aussi du snack content, des UGC, des contenus qui vont aller parfaitement s'imbriquer dans des campagnes sur Meta ou TikTok. Et en fait, c'est vraiment utiliser au mieux finalement tout le setup qui a été construit en fait pour ce projet, pour le rentabiliser et aller sur de la performance comme tu disais en fait. Alors effectivement, j'ai un dernier exemple qui justement va être pour promouvoir vos offres. Donc c'est vrai qu'encore une fois dans cette stratégie de contenu, on a vu qu'il fallait parler de son industrie, parler de son expertise, la démontrer. Ensuite, forcément montrer un petit peu le branding, l'histoire de la marque. Et puis pour finir, pour forcément inciter aussi à l'acte d'achat, l'idée ça va être d'avoir des contenus qui seront là pour vraiment promouvoir vos offres. Et donc là, c'est un super exemple de Carrefour France qui a réalisé cette vidéo, donc je la lance tout de suite. Est-ce que vous savez que pour notre anniversaire, on vous double vos euros cagnotés sur votre carte de fidélité? Première astuce, on vous double vos euros cagnotés des 100 euros d'achat sur l'ensemble du magasin parmi la sélection de produits du catalogue. De quoi vous offrir des promotions sur des produits indispensables au quotidien, parfait pour commencer à préparer les fêtes de fin d'année et constituer vos stocks à moindre coût avec nos nombreuses promotions du catalogue. En plus, vous avez l'embarras du choix en drive et en magasin, vous trouverez forcément votre bonheur. Deuxième astuce, c'est d'activer un coupon dans l'application pour doubler vos euros cagnotés. C'est très simple, vous allez dans Bons de réduction et ensuite vous l'activez. Hop. Et la troisième astuce, on vous rembourse 50% des 10 euros d'achat sur tout le magasin sur plein de produits. C'est pas ouf ça? Et oui, les grosses promos, c'est toujours chez Carrefour. Et c'est jusqu'au 16 septembre dans vos hypermarchés et dans vos drives participants. Alors rendez-vous vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, donc un contenu hyper intéressant qui vient montrer un petit peu ces offres spéciales chez Carrefour. Et ce type de contenu aura tendance à beaucoup plus fonctionner qu'un simple, une simple illustration en motion design qui dit qu'il y a une promotion de telle à telle période. Forcément, c'est complémentaire. Je dis pas qu'il faut pas aller sur ce terrain-là, mais là, on a de l'humain, on a quelqu'un qui parle, c'est un petit peu décalé, c'est sympa, ça montre les produits. Et ça va être des contenus qui vont vraiment performer. Ouais, c'est un bon exemple et c'est vrai que là, du coup, en plus, on implique a priori une personne qui travaille dans ce carrefour, en l'occurrence, peut-être. Donc, c'est toujours intéressant, je pense, de rendre acteurs, de mettre en avant les métiers des marques, enfin des entreprises, pour les utiliser en tant qu'acteurs ici dans ce type d'UGC. Donc, c'est hyper intéressant. Puis, on le voit surtout sur les résultats derrière, ça accroche beaucoup plus l'œil aussi. Un contenu comme ça, comme tu le disais, une image statique où on va simplement dire jusqu'à moins 68% sur vos produits avec le logo Carrefour. Rendez-nous visite, voilà, un call to action assez simple. Donc c'est vrai qu'il y a des grosses différences en tout cas et que ça vaut le coup de tester. Merci pour ces exemples. Je pense que là, on a bien compris, enfin en tout cas, on a bien pu se projeter sur quel type de contenu on pouvait avoir en UGC. Mais finalement, quand on travaille avec toi, avec ton agence, comment on crée un UGC de A à Z? C'est quoi le petit guide qu'on pourrait avoir si demain on se dit, tiens, ça y est, je me lance et je veux créer un UGC de mon côté aussi? Ouais, carrément. Alors, que ce soit en travaillant avec notre agence ou de le faire vous-même de votre côté, l'idée, ça va être toujours de poser un brief par rapport à cette campagne. Premièrement, vous définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec cette campagne? Est-ce que vous voulez plutôt augmenter la notoriété de votre marque, générer plus de ventes ou améliorer l'engagement aussi un petit peu sur les réseaux? Donc ça, c'est hyper important de le poser. Ensuite, forcément, le triptyque gagnant du marketing, c'est-à-dire à qui est-ce que va s'adresser aussi ce contenu, quelle est la cible qu'on cherche à viser. Forcément, ça vous permettra aussi de sélectionner peut-être après des profils de personnes qui seront mises en avant aussi dans vos UGC. Et puis après, l'idée, c'est de spécifier un petit peu le type de contenu sur lequel vous voudriez partir. Là, je vous ai donné pas mal d'exemples. Ça permet déjà de savoir un petit peu plus comment orienter et si vous allez plus démontrer votre expertise, plutôt justement parler du branding, etc. Et puis aussi derrière, sur quelle plateforme vous allez diffuser ce type de contenu. Est-ce que c'est plutôt sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. pour vraiment l'adapter aussi au code des canaux sur lesquels vous allez diffuser. Du coup, ça, c'est vraiment la création du brief. Et comment derrière, tu vas sélectionner les créateurs, puisque c'est un peu l'étape numéro 2 dans le processus de création d'un UGC, quoi.
Ouais, alors moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de trouver des créateurs qui vont être aussi alignés avec votre marque. C'est mieux d'un point de vue éthique et puis les personnes seront beaucoup plus authentiques si elles partagent aussi les valeurs de votre marque. Du coup, l'idée, ça va être de les recruter. Donc, il existe des plateformes. Il y a aussi beaucoup de profils, par exemple, sur Malte, qui se sont spécialisés justement sur ce type de service. Donc après, vous pouvez les contacter avec un brief et justement leur proposer ce type de création de contenu. Et puis, n'hésitez pas aussi à leur donner toutes les informations nécessaires, comme le brief que vous avez construit, les délais de production, le nombre de formats aussi que vous voulez, et derrière surtout les conditions un petit peu de rémunération derrière. Est-ce que c'est vous leur offrez des produits, ils sont juste bêta-testeurs, ou alors effectivement il y a une vraie rémunération derrière, auquel cas ça doit être formalisé un petit peu plus. Oui, et puis il y a aussi des plugins ou des add-ons qu'on peut rajouter à son site e-commerce comme Shopify. Pour pas le citer, il est déjà passé sur la chaîne Loyoli qui propose notamment en fait une solution pour récupérer du contenu auprès de vos clients, des contenus vidéo bruts que vous allez pouvoir travailler en UGC ensuite, et derrière de proposer ou pas une contrepartie. Donc ça peut être des points gagnés pour gagner ensuite quelque chose un cadeau typiquement, ou alors une réduction sur votre prochain achat, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de plateformes, d'outils qui peuvent être directement intégrés sur votre site e-commerce pour en fait aller chercher du contenu, parce que c'était un petit peu compliqué. Est-ce que je dois envoyer un mail à tous mes clients en leur disant est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo de toi, puis comment ils envoient la vidéo, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de questions, est-ce qu'il y a des droits à l'image, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui toutes ces plateformes, tous ces plugins, tous les acteurs qui sont autour de l'UGC nous facilitent, enfin en tout cas facilitent le travail des marques pour récupérer du contenu pour qu'on puisse travailler correctement, quoi. Et du coup, l'étape numéro 3 dans le processus pour créer et réceptionner le contenu, ça fait bien le lien avec ce qu'on disait. C'est ça, c'est vraiment encourager aussi à l'authenticité. L'idée, c'est que on veut quelque chose aussi qui soit authentique, où même le créateur de contenu peut apporter sa touche personnelle. C'est d'ailleurs encouragé parce que c'est ça qui va finalement rendre l'UGC beaucoup plus puissant. Et puis après, l'idée, c'est d'attendre la livraison. Généralement, les créateurs de contenu vont vous livrer les premiers formats, les premières versions en tout cas, sous 7 jours. Et puis après, vous avez la possibilité justement de les vérifier et de les itérer un petit peu selon vos retours. Quatrième potentiellement étape quand on va créer son UGC, ça va être de réviser et valider le contenu. C'est vrai qu'il y a potentiellement des allers-retours entre la première version et la version finale, quoi. C'est ça, alors comme dans toute production vidéo, le Graal, le rêve en tout cas de toute agence, c'est de réussir à livrer une version 1. C'est pareil pour les créateurs de contenu. La réalité, c'est qu'il y a forcément parfois des petites incohérences, des petits détails que vous allez voir. Donc vérifiez justement que tout est aligné avec votre brief et votre image de marque. Et si nécessaire, demandez des révisions. Justement, comme je le disais, généralement les créateurs de contenu peuvent vous proposer jusqu'à une version 2, version 3 qui vont être inclus justement dans leur service. Et la dernière étape, ça va être de diffuser et d'optimiser ce contenu. C'est ça. Donc forcément, de choisir le bon moment par rapport à la data que vous pouvez avoir, par rapport à votre industrie aussi pour le publier, et puis d'utiliser les bons canaux qui auront été définis dans le brief au préalable. Et puis là, Benjamin, c'est aussi toute ta partie sur le fait de suivre, monitorer les performances. C'est hyper important de regarder quels contenus vont les plus fonctionner, et puis après derrière de réitérer l'opération aussi par rapport à ce qui a fonctionné. Ouais, complètement. Et pour faire écho à ça, nous, ce qu'on recommande quand vous voulez tester en fait des contenus UGC, c'est vraiment d'isoler le test, c'est-à-dire de lancer une campagne spécifique pour tester votre UGC sur votre meilleure audience et de vraiment mettre le budget suffisant pour voir si votre UGC en fait performe ou pas. On aurait très vite tendance à se dire tiens, je sais, j'ai mon UGC, je vais peut-être le balancer directement dans ma campagne fil rouge, ma plus grosse campagne sur mon compte publicitaire, en espérant que performe mieux que les autres qui sont là depuis plus longtemps, qui ont plus d'historique, plus d'apprentissage
Et oui, ça peut marcher, c'est-à-dire que l'UGC peut prendre le relais sur des ads qui fonctionnaient depuis déjà un petit moment, mais qui étaient en perte de vitesse. Mais l'algo peut aussi, pour X ou Y raison, décider de pas allouer de budget à ce nouveau contenu UGC que vous voulez tester dans votre campagne fil rouge. Et du coup, au bout de quelques temps, on n'aura pas dépensé beaucoup d'argent sur ce contenu-là. Et on aura toujours ce doute de se dire, est-ce que c'est parce que l'algo l'a testé avec peu de budget et a tout de suite vu que ça allait pas marcher. On aura toujours ce doute-là de savoir si c'est véritablement ça ou c'est juste que l'UGC a été un peu ignoré par l'algo et ça se trouve, elle aurait pu très bien performer si on lui aurait donné plus sa chance. Donc c'est vrai que vous allez passer du temps à créer votre UGC, c'est quand même un petit peu d'énergie avec toutes les étapes qu'on a citées auparavant. Essayez de lui donner un maximum de force dans une campagne de test dédiée. Une force, donc c'est surtout un budget média pour vraiment la tester et l'exploiter au maximum en tout cas, quoi. Une fois que vous voyez que le contenu a plutôt bien marché, c'est là où vous pouvez essayer de la sortir de votre campagne de test pour l'incorporer dans votre campagne fil rouge et potentiellement couper les autres pubs qui fonctionnaient moins bien en perte de vitesse pour que cette UGC prenne le relais. Donc il y a après voilà, c'est le métier de gestionnaire de publicité de bien arbitrer quel test il doit mettre en place et quels sont les budgets qu'il doit allouer à telle publicité. Évidemment, c'est une partie qui est tout aussi importante de la création puisque si c'est mal diffusé, tout ce travail de création aura été pour vain. Donc je crois qu'on a bien compris quel était le processus de A à Z. Et comme tu le disais, suivi des performances, comment toi tu récupères finalement la data pour des UGC pour améliorer en fait de le faire de l'apprentissage et de se dire tiens si on fait une prochaine série d'UGC, on va améliorer ça parce que on a vu dans les performances que ça n'avait pas forcément eu l'impact qu'on l'aurait souhaité ou au contraire on a pu isoler que ça marchait bien donc on va peut-être le décliner, l'approfondir pour essayer de faire une autre série d'UGC qui, pareil, sont dans la même lignée en termes de performance, quoi. Ouais, ce qu'on va chercher à faire justement, c'est tester en fait et travailler sous forme d'A/B test à chaque fois, c'est-à-dire finalement d'avoir plusieurs hooks différents, plusieurs typologies de personnes qui vont être justement au cœur de ces UGC. Et en fait, l'idée de faire partir un petit peu, moi j'aime bien l'illustrer comme ça, c'est-à-dire d'avoir plusieurs cannes à pêche finalement qui soient lancées en même temps. Et on va regarder justement le temps de visionnage des contenus, est-ce que les personnes le consomment jusqu'au bout ou arrêtent beaucoup plus tôt. Et en fait, tous les contenus finalement qui vont être skippés très rapidement vont être un petit peu bannis en quelque sorte et on va venir allouer, capitaliser sur les contenus qui vont avoir tendance à le plus reacher et le plus être visionnés. Ouais. Alors, je voulais vous montrer un exemple client, donc Crium, qui est une superbe marque de cosmétiques pour hommes, qui, au fait, a depuis peu intégré sur son site le club. Et sur cette page-là, au fait, qui est propulsée par Loyoli, donc qui est une solution notamment pour récupérer des contenus. Donc, ils ont tout un système de gamification où une fois qu'on est client, on va pouvoir gagner des points. Et typiquement, là, on va aller sur ce qui nous concernait. C'est qu'ici, on peut gagner 500 points, par exemple, en envoyant une vidéo parmi la liste suivante. Donc, quand on se connecte, on propose plusieurs vidéos. Ou là, envoyez nous une photo de votre produit et on gagne 150 points. Ou on peut gagner 300 points si on envoie une vidéo de type unboxing, qui est aussi un autre type d'UGC. Donc, on le voit ici, c'est que les marques ont vraiment des solutions maintenant pour intégrer des systèmes pour récupérer du contenu utilisateur pour qu'on puisse ensuite les exploiter. Et ça faisait un petit peu écho à tout ce qu'on vient de voir. Il y a différents types aujourd'hui d'UGC et peut-être que le terme au début historique, c'est User Generated Content, mais finalement maintenant on est sur quelque chose d'un peu plus global, on l'utilise peut-être plus largement maintenant en tout cas, quoi. C'est ça, c'est un format qui s'est démocratisé. De base, c'était le contenu, on va dire, assez sincère et authentique qui était créé par les utilisateurs. Après, les marques se sont rendues compte effectivement que ça avait un réel impact
d'utiliser ces types de contenus. Et finalement, de plus en plus, on a scénarisé ça. Et aujourd'hui, on va tout mettre un petit peu dans le même package. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme dans les exemples que j'ai montrés, les marques elles-mêmes créent ce type de contenu-là, un petit peu homemade, pour avoir plus réussir à convaincre un petit peu, à persuader leurs clients forcément d'acheter leur solution. En tout cas, merci Marc. Je pense qu'on a bien fait le tour sur le sujet des UGC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement à nous contacter. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un petit commentaire, un petit like. Ça nous aide toujours à créer du contenu. Et le plus important, Marc, c'est comment on peut rentrer en contact avec toi si on souhaite te poser des questions ou travailler avec toi tout simplement. Ouais, je suis pas mal actif sur LinkedIn, je partage pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Marc Lambolet, du coup sur mon compte LinkedIn, et puis vous pouvez aller regarder aussi, j'écris beaucoup d'articles, notamment sur le site de l'agence Enor. Ok, super. Je crois que tu as fait d'ailleurs un article qui parle des UGC, donc on mettra le lien en commentaire si vous voulez rentrer aussi un peu plus dans le détail. Un grand merci Marc, je pense qu'on se reverra une prochaine fois pour une autre vidéo sur la chaîne, en tout cas j'espère. À bientôt. Yes, merci Benjamin, Salut. à bientôt, ciao.